Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve déjà pour le bilan lecture du mois de mars, bilan et achat. J'ai fait donc deux piles derrière moi de choses que j'ai achetées et de choses que j'ai lues. Et je pense quand même qu'on va commencer par mes lectures du mois de mars. D'abord j'aimerais dire que du coup le mois de mars a été un peu compliqué en termes de lecture, en termes de quantité on va dire, puisque j'avais des études qui m'ont pris beaucoup de temps. Ça va être un petit peu la même chose courant avril et mai, mais c'est vrai que c'était un peu plus stressant encore au mois de mars. Donc c'est pour ça que j'ai lu même pas une dizaine de livres pour ce mois-ci. C'est quand même pas déshonorant, on est d'accord. Mais en parallèle, ça m'a fait un excellent mois de lecture parce que j'ai vraiment choisi que des lectures que j'étais sûre d'aimer, que j'étais sûre de lire hyper vite, qui étaient hyper addictives et donc j'ai eu des très bonnes lectures et des très bonnes surprises. Je vous en parle donc tout de suite. Le premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est mon premier abandon du mois et un des premiers abandons de l'année. Il s'agit de The Little Red Chairs de Edna O'Brien. J'ai lu 30 pages, j'ai vraiment pas du tout aimé. J'ai regardé les commentaires sur Goodreads et j'ai vu que en fait ça allait être plus ou moins ça tout le bouquin et j'étais là genre non. Le premier livre que j'avais pas fini au mois de février et que j'ai fini en ce mois de mars, c'était We Were 8 Years in Power de Ta-Nehisi Coates, qui est vraiment une grosse pointure du journalisme américain. Il a écrit aussi un essai qui est Between the World and Me et je crois qu'il a été traduit en français, mais ce livre aussi est traduit en français donc c'est super, vous pourriez le lire si vous en avez envie. Ça retrace les 8 années de présidence de Barack Obama et c'est des essais sur les conditions de vie des Afro-Américains. Ça parle pas nécessairement des politiques et des lois de Barack Obama en fait parce que sur la question des Afro-Américains, il a été hyper silencieux et il voulait rester hyper consensuel. Il voulait vraiment plaire à tout le monde et il n'a pas fait de grandes mesures vraiment pour les Afro-Américains. Justement, il a fait exprès de pas faire de mesures spéciales pour les Afro-Américains pour que les gens disent pas qu'ils faisaient du favoritisme et tout. Et c'est super bien expliqué. Il y a un essai sur Michelle Obama, il y a un essai sur l'incarcération de masse aux États-Unis, un essai sur les réparations qu'ils auraient pu attendre en tant qu'Afro-Américains après avoir été mis en esclavage pendant tant d'années, pendant 200-300 ans. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont expliquées, beaucoup de choses qui sont déconstruites. C'est un truc de fou. C'était une excellente lecture, c'est une de mes meilleures lectures de ce début d'année. J'ai mis 5 sur 5 et gros coup de cœur. Et j'adore la non-fiction. Là, c'était effectivement, elle faisait, ce bouquin fait 370 pages, donc c'était assez lourd, c'était écrit assez petit et c'était assez compliqué des fois à comprendre quand t'as pas les bases. De réflexion ou d'histoire des Afro-Américains, des fois ça peut être compliqué au fur et à mesure. C'était quand même hyper bien expliqué et voilà, c'était assez, enfin c'était à la portée quand même de pas mal de personnes je pense. Et donc il est traduit, je vous mettrai la couverture ici. Du coup il est traduit en français, donc si vous avez envie de le lire, si ça vous intéresse, et ben n'hésitez absolument pas. C'était une grosse claque et je suis hyper contente de l'avoir lu. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est une relecture. J'ai relu Fangirl de Rainbow Rowell pour mon mémoire, parce que j'en avais besoin tout simplement pour mon mémoire, puisque je fais un mémoire sur les fanfictions Harry Potter, genre et sexualité. Et donc il fallait, enfin j'ai une sous-partie de mon premier chapitre sur la figure de la fangirl et donc quoi de mieux que d'utiliser ce bouquin, c'est pour ça que je l'ai relu du coup. J'ai tout simplement adoré à nouveau, c'était seulement ma deuxième relecture et j'étais super contente de le relire. C'est l'histoire de Kat qui est une autrice de fanfiction qui écrit la fanfiction la plus connue sur le fandom de Simon Snow et sa fanfiction c'est Carry On. C'est un de mes livres préférés aussi, Carry On. En parallèle, évidemment, elle commence la fac en fait. C'est ça le début du bouquin. Le principe, c'est qu'elle arrive à la fac, sa meilleure amie. Sa meilleure amie, qui est sa sœur jumelle, ne veut pas être dans la même chambre qu'elle, donc elle se retrouve avec une nouvelle coloc. Voilà, elle va tomber amoureuse. Elle va avoir des histoires de cours. En gros, voilà, c'est la transition du lycée vers le jeune adulte, on va dire. Et ce qui est une trame, ce qui est un fil conducteur de ce bouquin, c'est les fanfictions, c'est son amour pour le fandom de Simon Snow et c'est quelque chose qui me parle très bien. Et j'ai lu que apparemment ça donnait une très mauvaise image de la fangirl. Perso, pour l'étudier du coup pour mon mémoire, je trouve pas que ça donne une mauvaise image de la fangirl.
Effectivement, elle est hyper investie dans le fandom, mais on la présente pas comme une fanatique hystérique, on la présente pas non plus comme quelqu'un de complètement seul, c'est-à-dire que oui, elle est solitaire, mais c'est une sœur géniale, c'est une fille géniale, quelqu'un qui s'occupe des autres, quelqu'un qui aime, enfin voilà, qui s'occupe des gens qu'elle aime, et c'est pas quelqu'un qui est pas aux prises de la réalité, c'est-à-dire que elle va en cours, elle a des bonnes notes, voilà, elle se fait des amis en arrivant à la fac, voilà, elle engage une relation amoureuse avec quelqu'un, donc pour moi c'est plutôt assez normal et c'est juste une passion qu'elle a à côté, qui est quand même hyper importante pour elle, logique, mais voilà, je trouvais que ça donne une très bonne image des autrices de fanfiction, des fangirls et tout, et donc j'étais super contente de le relire pour mon mémoire. Le troisième livre que j'ai lu en ce mois de mars, j'ai lu On the Come Up de Angie Thomas, et c'est aussi un livre que j'ai acheté ce mois-ci, donc en gros je l'ai reçu et je l'ai lu direct parce que j'ai adoré The Hate You Give, qui est sorti en 2016, et là, 3 ans plus tard, elle sort On the Come Up, qui est l'histoire de Brie, qui veut devenir rappeuse professionnelle, en fait, qui habite dans le même quartier que Star dans The Hate You Give, en fait. C'est quelques années plus tard, ça suit la trame et donc il reparle de quelquefois des événements qui se sont passés dans The Hate You Give. Mais le truc c'est que du coup elle veut devenir rappeuse professionnelle, surtout pour aider sa famille à rester à flot. Elle adore le rap c'est sûr, mais c'est aussi parce que les conditions de vie dans Garden Heights sont pas ouf et voilà, sa mère a du mal à joindre les deux bouts. Son frère qui a été à la fac pendant 4 ans, en fait est obligé de revenir dans son quartier et d'avoir un travail qui est hyper sous-payé, hyper mal payé et qui est pas du tout en rapport avec les études qu'il a faites. Et en gros, c'est cette idée que le quartier, the hood comme il l'appelle, en gros tu y resteras toute ta vie même si tu vas à la fac, même si tu essayes de t'en sortir et tout. Et il y avait beaucoup de rage dans Brie en fait, et j'ai adoré ce personnage qui prenait pas forcément toujours les bonnes décisions, mais qui était hyper cohérent en fait avec elle-même. C'était un personnage qui était hyper bien construit, qui était hyper réaliste. C'est un personnage différent de Star, et j'ai bien aimé le fait qu'on nous présente différentes, enfin voilà, que les Afro-Américains ne pensent pas tous de la même manière, et que les jeunes femmes afro-américaines qui ont le même âge, qui ont grandi au même endroit, ne vont pas forcément réagir de la même manière, ne vont pas vouloir les mêmes choses. C'est hyper important de le souligner, en fait, enfin, c'est basique, voilà. Tu vas dire oui, bah bien sûr, c'est pas la même personne, elle va pas vouloir la même chose, ouais, mais pas tant que ça dans la littérature, on voit quand même un côté, un aspect des choses, et là on voit une multiplicité d'aspects, en fait, et j'ai vraiment beaucoup aimé On the Come Up. Ça m'a instruite sur pas mal de trucs, pas mal de des trucs sur le rap et tout. On a aussi un personnage qui est dealer de drogue, on a un personnage qui essaye de rameuter un peu les talents de ce quartier. On a des personnages hyper biaisés, on a des personnages qui sont hyper ouverts, qu'ils soient blancs ou noirs, voilà, on avait vraiment un peu de tout, on avait une panoplie de personnages qui représentent quand même pas mal la société, avec des personnes plus ou moins ouvertes d'esprit, voilà, de n'importe quelle personne on va dire. Et c'était hyper intéressant à lire. Je lui ai mis 4 sur 5. J'ai vraiment bien aimé, j'ai pas eu le même coup de cœur que pour The Hate You Give. Mais je trouve que Angie Thomas, elle a une plume qui est absolument fantastique et qui est géniale. Et j'espère qu'elle va continuer dans cette particularité et qu'elle va continuer à dire des histoires qui sont pas du tout racontées dans les narrations de base. Voilà. J'ai lu Le Prophète de Khalil Gibran, ou ça se dit Khalil je crois. Et écoutez, voilà, je suis un peu une quiche pour ce genre de choses. J'ai mis 3 sur 5. C'était un bouquin dont j'allais me débarrasser et je me suis dit, il fait que 70 pages, essaye de le lire quand même. Et voilà, je trouvais que c'était un bouquin intéressant. C'était vraiment hyper bien écrit, ça c'était un truc de fou. Par contre, c'est pas que ça m'a pas touchée, mais j'en suis ressortie perplexe, assez perplexe en fait. C'était intéressant, c'était hyper bien écrit, c'était hyper poétique, mais oui, je m'en souviendrai, plus ou moins. Mais c'est pas devenu mon livre préféré, et voilà, je vais quand même le garder dans la pile à donner parce que je pense que je ne le relirai pas, mais c'était quand même enfin, une bonne expérience de lecture et c'était intéressant de le lire parce que j'avais aucune idée de ce dont ça parlait, donc
J'ai lu Sadie de Courtney Summers et je l'ai lu à la fois en livre papier et en audiobook et c'était génial. Je vous recommande à 10 000% l'audiobook de Audible en anglais parce que du coup c'est l'histoire de Sadie qui a disparu, plutôt qui s'est enfuie. Et on a deux timelines différentes, Sadie quand elle s'en va, et pendant 1 ou 2 mois on la suit en fait. Et 10 mois plus tard, il y a un podcast qui est fait, qui s'appelle The Missing Girls, qui est fait sur le fait que la petite sœur de Sadie est décédée, enfin elle a été assassinée, et ensuite Sadie est partie du jour au lendemain sans prévenir son espèce de grand-mère, en fait c'est pas sa grand-mère biologique, mais voilà, c'est quelqu'un, parce qu'en fait ils vivent dans une espèce de parking de caravane et comme on connaît un peu aux États-Unis pour les personnes qui sont assez pauvres, on suit les deux en parallèle et l'audiobook est génial parce que on a Sadie qui raconte du coup de sa voix ses passages, ses chapitres, mais on a aussi tout le podcast avec une voix différente pour chaque intervenant, avec un jingle, etc. Vous écoutez le podcast Missing Girls, produit par machin machin, et c'est hyper bien, ça vous met direct dans l'ambiance. J'ai mis 5 sur 5. Déjà, j'ai eu un coup de cœur pour ce bouquin, c'était hyper bien fait, c'était hyper prenant, le suspense était hyper intéressant. J'ai adoré les deux narrations parce que ça a apporté quelque chose de vraiment original et de vraiment distinct en fait, et qui permettait de faire la différence entre comment elle vivait les choses, comment les personnes autour d'elle racontaient ensuite ce qui est la même chose qu'ils avaient vécu, comment ils l'avaient perçu elle. C'était hyper intéressant, c'était un personnage qui était assez en colère aussi, mais c'était un personnage qui avait un handicap important, qui bégayait. Et du coup elle bégayait pas dans sa tête, mais quand elle s'adressait aux gens c'était toujours compliqué. Et c'était hyper bien retranscrit dans l'audiobook, bien mieux que dans le bouquin. Parce que dans le bouquin, moi perso, je vois, même si elle le mettait qu'elle bégayait, je l'entendais pas forcément, je lisais les mots de la même manière, alors que quand tu l'écoutes, tu sens bien le problème que ça lui cause et le problème de communication qu'elle a avec les autres. Et alors la fin est géniale, la fin est hyper ouverte et en gros c'est chacun va décider de ce qu'il pense, qui est arrivé à Sadie, de ce qu'il pense du podcast et tout, et c'était hyper intéressant, franchement j'ai adoré ce bouquin. Je l'ai eu pour Noël et je regrette pas du tout de l'avoir demandé pour Noël parce qu'il était ouf. Par contre, trigger warning pour pédophilie surtout, et ce genre d'abus et d'oppression voilà, et il faut avoir quand même pour certaines scènes le cœur bien accroché, hyper frais dans le sens où ça n'a pas été fait 10 000 fois. On a plein de bouquins sur des filles qui disparaissent, mais de cette manière là c'était vraiment original et donc j'ai adoré. Ensuite, une autre très bonne lecture, c'est Eros Automaton de Clémence Godefroy. Très sincèrement, je sais plus pourquoi je me suis dit ouais vas-y je vais le lire et voilà, j'avais envie de le lire donc c'est ce que j'ai fait. Tout simplement, je l'ai vu et je me suis dit ah oui c'est parce que j'allais au salon du livre de Paris et j'avais vu que Clémence Godefroy y était, donc je me suis dit au cas où si je la croise en dédicace comme ça j'aurais lu son bouquin. Finalement je l'ai pas croisé mais j'ai quand même lu son livre qui était hyper addictif. Je l'ai lu mais d'un coup, c'est-à-dire je l'ai commencé à 23h, je l'ai fini à 2h du matin, je ne pouvais pas le reposer. On est dans un Paris steampunk. On suit 3 personnages en fait. On suit Adélaïde, Agathe et Balthazar. Balthazar qui est un policier, Adélaïde qui a fait l'école pour former et créer des automates. Et Agathe qui est une couturière assez timide et qui travaille avec Adélaïde. Et en fait on va suivre plus ou moins ces 3 personnages. Ça commence, c'est une exposition d'automates en fait. Ils créent des automates et voilà, il y a un prix qui est décerné pour la meilleure automate. Et il y a des gens qui les attaquent pendant cette exposition, pendant cet événement, en disant que c'est contre nature, en essayant de tuer un automate, si on peut dire tuer, parce que c'est pas quelqu'un, c'est pas quelque chose de vivant, mais voilà, c'est vivant dans le sens ça fonctionne, ça parle et tout, donc c'est assez flippant. Chacun a son avis là-dessus. Qu'est-ce qui constitue un être humain? Est-ce que c'est la ressemblance avec l'être humain justement? Est-ce que fondamentalement les automates pourraient remplacer les êtres humains? Toutes les fictions sur les automates, le steampunk, etc. Souvent ça pose les questions sur le rôle de la technologie dans nos vies, le rôle des automates, les robots, tout ce que vous voulez. Souvent ça pose des questions sur qu'est-ce qui fait un être humain, qu'est-ce qui constitue, est-ce que c'est une transgression, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut encourager? Est-ce que comme les détracteurs de ce bouquin, est-ce que c'est quelque chose dont il faut avoir peur? Pourquoi? Est-ce que c'est une question de religion? Est-ce que c'est une question de, je sais pas, de technologie?
Ça pose plein de questions et donc on a une ou deux histoires d'amour qui sont... Moi j'étais à fond hein, dedans, j'étais là genre oui je suis heureuse. On a typiquement l'histoire d'amour de la jeune couturière timide avec le grand créateur d'automates qui va lui demander de venir travailler pour lui, qui est assez mystérieux et tout. Il y avait des clichés, certes, ça je le reconnais tout à fait, moi ça a très bien pris. C'est-à-dire que j'ai été embarquée dans l'histoire, dans l'univers et voilà l'endroit qui est Parisor, du coup ça s'appelle Parisor, évidemment c'est Paris, mais un petit peu changé, un petit peu décalé, avec une touche de steampunk, du coup on est plus 19e siècle, mais en même temps on a toutes ces technologies qui nous ressemblent plus à maintenant au 21e siècle. C'est quelque chose que j'adore, c'est un monde créé qui me happe complètement à chaque fois, donc ça a fonctionné, ça a très bien fonctionné dans Eros Automaton, avec quand même cette dimension d'enquête, avec Balthazar qui cherche à découvrir le groupe qui a essayé de faire une espèce d'attentat pendant l'exposition universelle des automates, puisqu'il est policier. Il y a sa sœur Adélaïde du coup qui est créatrice d'automates, qui elle du coup est à fond dans le milieu, qui se pose pas forcément de questions sur est-ce que c'est normal de faire des automates, est-ce que c'est bien pour les êtres humains. Et on a Agathe qui va vivre son histoire d'amour avec son mec mystérieux qui était assez cool quand même, il faut le dire. Et moi, eh bien j'ai dévoré les 280 pages et j'ai adoré. Je l'avais acheté, du coup c'est les éditions du Chat Noir. Je l'avais acheté pendant leur solde au mois de juillet et je ne le regrette absolument pas. Je vous recommande si vous aimez ce genre de choses et si vous avez envie d'être surpris, si vous avez envie de tester quelque chose de différent, aussi si vous avez jamais lu de steampunk, et ben lisez Eros Automaton. J'ai trouvé qu'il était hyper bien fait et moi je lui ai mis une très bonne note, je lui ai mis 4,5 sur 5 je crois, donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. Il me reste 3 livres à vous présenter. J'ai lu les 2 premiers tomes de la trilogie de Grisha, qui sont donc Shadow and Bone et Siege and Storm de Leigh Bardugo, parce que j'avais trop envie, enfin je vais sûrement voir Leigh Bardugo au mois de juin. Et donc j'avais lu seulement Six of Crows et Crooked Kingdom et je me suis dit qu'il fallait que je lise la trilogie Grisha déjà pour pouvoir lire King of Scars qui est sur mon amour Nikolai. Ah, tellement bien. Et j'ai beaucoup aimé, c'est pas ma nouvelle trilogie préférée, c'est pas ma nouvelle saga préférée. Il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, mais il y a des personnages qui sont hyper intéressants et l'environnement, l'intrigue politique est hyper happante en fait. Shadow and Bone, ça raconte l'histoire de Alina, qui est une soldat absolument normale, enfin dans la première armée, qui est techniquement de la chair à canon avec son meilleur ami Mal, dont elle est amoureuse, faut le préciser. Et à un moment, ils vont être attaqués par les Volcra, qui sont des créatures horribles, que personne ne peut contrôler, c'est une horreur, qui attaquent tout le monde, qui les butent, enfin... Et donc son pouvoir de Grisha, qui sont un peu les magiciens de cet univers, va se révéler à ce moment-là quand elle essaye de sauver la vie de son meilleur ami dont elle est amoureuse, Mal. Et donc elle va être emmenée dans le palais des Grisha, elle va être sous la tutelle plus ou moins du Darkling, qui est ce personnage tellement abusif et tellement dark, qui fait trop bad boy, qui est trop bien décrit, il est trop beau, mais je l'adore. Et on va voir comment elle, qui est une orpheline, qui est pauvre, qui était de la chair à canon dans une armée, donc voilà, tout le monde se foutait d'elle en fait, et personne pensait qu'elle avait aucune importance, voilà, elle avait aucune incidence sur le monde en fait. Elle va devenir quelqu'un qui a un pouvoir hyper unique, comme d'habitude, c'est l'élu. Voilà, c'est le trope de l'élu, il y a des gens qui le supportent pas, qui le supportent plus, moi ça fonctionne encore pas mal. Elle a un pouvoir voilà, qui est assez essentiel à la survie d'une population, à la survie de ce monde en fait. Et elle va être trompée, trahie de partout, elle va perdre ses pouvoirs, les retrouver, tout en fait. Là je vous spoil un peu aussi le tome 2, mais ça spoil pas grand chose, je vais rien dire sur le tome 2 très clairement. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai beaucoup aimé aussi le tome 2, j'ai un peu plus aimé le tome 2 parce que on a notamment le personnage de Nikolai qui arrive, qui est un grand favori des lecteurs et des lectrices et je peux comprendre pourquoi. The Darkling c'est un peu plus compliqué, c'est quand même quelqu'un qui a pas forcément, qui envoie pas forcément de bons messages, qui est hyper abusif et voilà, c'est le genre de personnage qui est présenté comme étant un personnage que t'es censé adorer, t'es censé fangirler
dessus, mais en fait tu te rends compte au bout d'un moment, tu te dis mais pourquoi je fais ça, pourquoi je suis attirée par ce genre de personnage hyper toxique en fait. Et bon, après il faut aussi faire la différence avec la réalité, voilà, il faut pas que ça ait d'incidence sur la réalité. Tu peux être attiré par un personnage hyper toxique et dans la réalité faire la différence et te dire non non, je vais pas voir cette personne là parce qu'elle est hyper toxique quand elle montre ce genre de comportement un peu chelou. Les personnages sont vraiment pas mal. Il y a certains personnages qui sont hyper clichés, d'autres qui ont le droit à un petit peu plus voilà, de complexité. Ça se dit complexitude, complexité. Oula. Oh. Complexité, je crois. J'ai beaucoup aimé l'ambiance dans le sens, c'est tout un monde avec des légendes plus ou moins russes en fait, des légendes d'Europe de l'Est. On a aussi pas mal de vocabulaire en rapport avec ça. On a les noms des personnages qui sont qui sonnent très russes en fait. Et j'aime beaucoup le ton des bouquins, j'aime beaucoup tout le monde en fait qui est créé de cette manière, c'était hyper intéressant. Et c'est un système de légendes, de mythes et de légendes, de contes, etc. qui est pas forcément hyper connu, on utilise beaucoup de mythologie, voilà c'est le mot que je cherchais, mythologie, de mythologie nordique, très récemment un petit peu de mythologie différente, mais c'est vrai que de la mythologie russe, c'était pas forcément ce qui était le plus répandu au moment où les bouquins ont été écrits, c'était en 2012 je crois, donc il date déjà un petit peu. Mais voilà, c'était ces 2 tomes que j'ai beaucoup aimé et je vais lire le 3e tome au mois d'avril qui est Rune and Rising pour pouvoir ensuite enchaîner avec King of Scars. Et le dernier livre dont j'aimerais vous parler, c'est celui que je suis en train de lire, donc je n'ai pas encore d'avis définitif dessus. Il s'agit de The Circle de Dave Eggers, le cercle, voilà, qui est paru en français, il est traduit, il n'y a aucun souci. Tous les livres dont je vous ai parlé, je crois, sont traduits. Sadie va sortir le 2 mai, donc il est traduit aussi. Enfin, il va être traduit. Voilà. Donc The Circle, ça raconte l'histoire de May qui va rentrer dans cette entreprise qui s'appelle Le Cercle, qui est une entreprise un peu paradisiaque, c'est-à-dire en fait tout ce qui peut être rêvé pour l'être humain en termes d'endroits où travailler, voilà, en termes d'entreprise, a été réalisé dedans, c'est-à-dire il y a des salons de massage, il faut aussi prendre le temps de se relaxer, il faut mettre l'humain en premier, enfin c'est ce qu'ils disent, on va dire, c'est le message qu'ils envoient vu de l'extérieur. Et en fait au fur et à mesure on va se concentrer sur leur politique, sur comment ils fonctionnent, et on va se rendre compte que la technologie a pris énormément le pas sur tout ce qu'ils appellent l'humain. Et que c'est hyper important de retweeter, enfin ça s'appelle pas retweeter, c'est le zing, mais en gros il faut rezinguer ce que les gens disent pour augmenter de niveau dans l'entreprise, enfin c'est hyper malaisant, c'est hyper chelou franchement. C'est un livre, j'en suis du coup à la moitié à peu près, voilà j'en suis à la moitié. Il est très prenant, il est aussi assez terrifiant dans le sens, voilà les technologies qui prennent le pas sur les vraies communications, mais voilà c'est poussé à l'extrême, c'est extrêmement flippant, c'est des programmes de vidéosurveillance qui sont mis en place. Perso ce genre de livre ça m'oppresse, lire des livres sur la nouvelle technologie et de cette manière en fait ça m'oppresse énormément et voilà c'est pas que je sais pas quoi en penser, j'en suis à la moitié et je pense que le pire est encore à venir. Je fais une lecture commune avec ma meilleure amie Sarah que vous avez vu déjà plusieurs fois sur la chaîne et je pense qu'on est aussi flippées l'une que l'autre. Elle est pas sur les réseaux sociaux, moi j'y suis et donc c'est assez flippant. J'aimerais pas le lire genre tout d'un coup, je pourrais pas parce qu'en fait je pense que je supporterais pas. Donc voilà c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Je tourne la vidéo, on est le 30 mars donc je pense pas que je l'aurai fini d'ici demain. Peut-être, enfin en tout cas au tout début avril je l'aurai fini c'est sûr, il me reste 300 pages, c'est largement faisable, surtout que ça se lit quand même assez vite, c'est hyper fluide, mais voilà. C'est pour l'instant c'est mon avis sur The Circle du coup. Je vous le conseille, même en étant que à la moitié, je vous le conseille et je pense que cette lecture vous marquera énormément. C'est tout pour cette vidéo, du coup je vais séparer ma vidéo sur mes achats de mars 2019 parce que sinon cette vidéo va être extrêmement longue. Je vous parlerai du coup de ces livres dans la vidéo qui suit celle-là probablement. Et donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez lu au mois de mars, si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, n'hésitez pas à me dire voilà tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez pensé des bouquins que j'ai lus. Et voilà, en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.